Quand on se promène en ville, on ne s'en rend pas toujours compte. Nous sommes entourés de produits, d'objets qui vont finir à la poubelle. Hélène de la Mouraire les repère au premier coup d'œil. Et ce qu'elle recherche avant tout, ce sont ces grandes affiches. C'est bourré de petits détails. À découper, ça peut être très intéressant. Certaines sont graphiquement très jolies, mais là, inutile d'insister. Ça, par exemple, en fait, on va toujours toucher toutes les matières et toutes les choses éphémères qu'on voit dans Paris, comme ça, tous ces habillages. Là, c'est du métal imprimé, là, on peut rien récupérer, on peut rien faire. Depuis 10 ans, elle récupère les bâches publicitaires pour les réutiliser. Direction les sous-sols du musée du Louvre. Bonjour, je viens chercher la bâche du Louvre. Elle a maintenant tout un réseau de fournisseurs. C'est ça? Ravie de se débarrasser de ces décors devenus inutiles. Elle est bien gardée, hein. Hélène récupère cette matière première gratuitement. Elle va s'en servir pour en faire des objets du quotidien, des accessoires de mode. On n'achète pas de bâche, on n'achète rien, nous. On fait de la récupération. On a déjà 2 dedans. C'est la tournée des bâches. C'est dommage de laisser partir des matières aussi intéressantes dans les flammes. Rien que dans la capitale, il y aurait 200 000 mètres carrés de bâches publicitaires, l'équivalent de 2 fois la surface de Paris. Hélène de la Mouraire arrive à en sauver quelques-unes. Une bâche qui faisait 300 mètres carrés à peu près, là, en est Gare du Nord à Paris. Donc on a découpé chacun de ces morceaux et ça a donné ça. Là, vous avez une trousse réalisée dans un t-shirt du PSG. Là, j'ai dans les mains le drapeau français du Grand Palais. Donc c'est un drapeau qui faisait 24 mètres carrés, 6 mètres sur 4, c'est énorme. Elle en a fait des housses pour ordinateur. On appelle ça l'upcycling. On redonne de la valeur à des déchets grâce au recyclage. Hélène est une des précurseurs en France. Et aujourd'hui, comme elle, des dizaines d'artisans se sont mis sur ce créneau. Pour eux, une seule devise, rien ne se perd, tout se récupère. Entre leurs mains, nos déchets, y compris les plus polluants, reprennent vie. Après transformation, ce qui ne valait plus rien peut rapporter beaucoup d'argent. Alors, qui sont ces nouveaux artisans qui font rimer développement durable avec business rentable? En Bretagne, sur la base navale de Lorient. C'est ici que sont amarrés tous les plus grands voiliers de course. Les navigateurs professionnels sont tous sur le départ de la fameuse Transat Jacques Vabre qui relie Le Havre au Brésil. Salut Coco. Ouais, nickel. Jean-Baptiste Roger ne va pas prendre la mer. Il vient faire son marché. Ah bah moi, systématiquement, quand je me balade sur les pontons, je regarde les voiles en me disant tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire après quand elles vont revenir de leur tour du monde ou de leur course. Il recycle les voiles de bateaux usagés. Il vient jeter un coup d'œil à sa future marchandise. On vient voir les voiles qu'on va récupérer après. Oh bah là, tu prends de l'avance. Ah bah, il faut hein. À l'achat, ces voiles de compétition coûtent dans les 30 000 €. Et Jean-Baptiste les transforme en tout un tas d'objets design. Des sacs, des poufs ou des lampes, une matière première gratuite. En échange, il me donne un petit portefeuille avec la voile en question, et puis je suis content. Pourquoi? Et toute ma reconnaissance. Évidemment. Non, parce que nos voiles, nous, en fait, une fois qu'elles ne servent plus, ça nous prend de la place, ça nous prend la poussière, donc autant qu'elles servent. Donc là, on les donne. Bon, du coup, tu l'abîmes pas, hein, parce que là, faut nous la rendre en bon état après. Hein. Ouais. Ça arrête une voile de course, donc je te garantis pas que... Ouais, en même temps... qu'il y a quelques accros, mais... Ah, il en faut, sinon après, tu les changes pas. Donc. Ouais, exactement. Pendant une course, les voiles sont soumises à rude épreuve. Du coup, elles ne peuvent plus servir pour la compétition. Les équipages les utilisent encore un peu pour leurs entraînements. Mais dès l'année suivante, elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Si Jean-Baptiste ne les recyclait pas, personne ne le ferait. Du coup, les grands navigateurs voient sa démarche d'un très bon œil. Donner une autre vie à ces matériaux qui sont aussi assez jolis, donc en déco, et puis bon, bah, l'idée de recycler ces matériaux, c'est super. Hein. Après, on va avoir une super histoire à raconter, une voile qui a traversé l'Atlantique, qui aura vu des tempêtes, j'espère pas trop pour toi. Si, bah, il y en a un peu après, toujours. il y en aura forcément. C'est ça les histoires de mais ces voilà. voiles qui sont dans les sacs. Quoi. Tout le monde ne peut pas faire un tour du monde, mais par contre, tout le monde peut avoir une petite part de rêve à la fin. Quoi. Grâce à ses bonnes relations, Jean-Baptiste a réussi à mettre la main sur des voiles collector. Alors ça, c'est le Pendou X6, donc c'est un des bateaux d'Éric Tabarly. Ça, là, on est vraiment dans
dans le mythe absolu. C'est vrai que nous, quand on a récupéré les voiles, on était fébriles, quoi. Enfin, c'est incroyable pour un passionné. Je sais pas, c'est comme si vous aviez, je sais pas, vous découpiez le maillot de Zidane quand il a gagné la Coupe du Monde, quoi. Sauf que contrairement au maillot de Zinedine Zidane, les voiles, elles, mesurent près de 300 mètres carrés. De quoi faire toute une collection de sacs et d'accessoires. Tiens Stéphane, tu as une des voiles là à découper. C'est une des voiles de Jérémy qui a fait la Transat, la dernière Transat Jacques Vabre. Bah, écoute, vas-y Steph, tu t'as qu'à découper un panneau là dans la partie rouge et blanche, là ça va être sympa. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que Jean-Baptiste va gâcher le moindre centimètre. Son but, ne pas en perdre un morceau. Donc on va d'abord faire des gros produits, des sacs de voyage, et puis après, dans les plus petites parties, on va faire des portefeuilles, des housses de téléphone, pour essayer de valoriser la majorité de la voile. Il y aura un sac avec le M, là, ça va être rigolo. Au total, il pourra y découper 30 sacs et 15 portefeuilles. Une voile peut donc rapporter l'équivalent de 5 000 €. La déformation professionnelle fait que je vois plus des sacs que des voiles. Après, dès que je retourne sur un bateau et que je suis en train d'essayer de le faire avancer, ça redevient une voile. Mais sinon, malheureusement, je vois vite des sacs. Jean-Baptiste a eu le déclic en visitant le musée de la Marine il y a 10 ans. Il découvre alors ce sac lors d'une exposition, une vieille tradition des marins qui fabriquaient leurs sacs pour mettre leur barda dans les vieilles voiles déchirées. L'étudiant se destinait à être professeur de sport, il fait machine arrière toute pour apprendre la couture. Et pour se lancer, il s'est fait la main avec les voiles du petit bateau de ses parents. Bonjour. Et depuis, son business tourne à plein régime. 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Ils sont tous là? Oui, il y en a 15. 15, ah bah super. Quand on crée une entreprise, on a des rêves, mais on ne peut pas imaginer qu'on va passer de 1, puis 3, puis 5, puis 25. On sait pas où on va s'arrêter. Jean-Baptiste a surtout recours à une astuce marketing ingénieuse. Dans chaque sac, il fait coudre une étiquette où est inscrit l'ADN de la voile. Une doublure avec toujours une fiche où le bateau a navigué, quel type de voile c'était, dans quelle partie du monde ça a navigué, est-ce que ça fait un tour du monde ou pas, si c'était un monocoque, un catamaran, un trimaran. Donc on essaie de toujours donner le pédigré, raconter l'histoire de la voile. Jean-Baptiste Roger a décliné son concept sur tout un tas d'autres articles. Des bobs pour la pluie ou pour l'été. Paire de bottes avec toujours donc la voile, en haut la voile recyclée, et une lampe colonne. Des nouveautés, des maillots de bain. Il a vendu 25 000 produits l'an dernier. Et pourtant ce n'est pas donné, son best-seller coûte 139 €. Pour le sac d'Éric Tabarly, il faut compter 300 €. Malgré le prix, le succès est au rendez-vous. En Bretagne évidemment, où la marque est devenue une institution. Mais l'engouement est tel que ces produits sont désormais commercialisés à Toulouse, Lyon, Paris, Montpellier. L'an prochain, Jean-Baptiste envisage même d'ouvrir 5 nouvelles boutiques. Faire fortune avec des voiles recyclées de bateaux, il fallait y penser. Mais il y a un déchet qui pollue beaucoup plus et qui met des années à disparaître. En regardant ces paniers et ces sets de table, il est très difficile de deviner à partir de quels matériaux ils sont faits. 14 h à Montreuil, c'est la fin du marché. Chaque année, 8 milliards de sacs plastiques finissent dans la nature. Bonjour. Ils mettront 400 ans à se décomposer. Il y en a un petit peu. Pour éviter ce désastre écologique, Delphine Colère met un point d'honneur à les ramasser. Il fait froid, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des fois, c'est mieux quand même. Voilà. Cette fois, la récolte n'a pas été très bonne. Mais dans son local où elle les range, son assistante et elle ont amassé un stock considérable. On peut tout mettre dans ce... Nous, on l'aime parce qu'il a des belles couleurs. C'est comme de la peinture ou une bobine, c'est notre matériau. Les rouges qui sont un peu rares, ce vert-là, il est un peu rare. Bon, les roses comme ça, il y en a pas mal. Dans les marchés,
On trouve toutes les couleurs. Le bleu, c'est souvent le poisson, ceux-là on les lave parce qu'ils sentent pas très bon. Il y a plus de 15 000 sacs plastiques. Delphine Koller a monté un petit commerce d'objets de décoration faits à partir de ces sacs, qui généralement ne servent qu'une seule fois. Ceux-là, ils sont prêts à partir, ils vont aller au Burkina Faso. Là-bas, Delphine Koller a monté une association où travaillent une cinquantaine de femmes. Sur ces images tournées par celle-ci, on découvre comment entre leurs mains nos vieux sacs plastiques sont transformés en objets de la vie de tous les jours. Ces ouvrières s'en servent comme d'une pelote de laine. Dans tous les pays en voie de développement, c'est un savoir-faire très répandu. Cela existe en Afrique, en Inde et au Brésil. Pour faire un tapis, il faut plus de 8 jours de travail, 1 semaine pour une corbeille. Ces femmes africaines établissent le prix des articles qu'elles fabriquent. À la fin du mois, les femmes touchent généralement 50 €, 10 € de plus que le SMIC dans leur pays. Et quand tout est prêt, elles renvoient leur production à Delphine. Ce matin, nouvel arrivage. Donc on va regarder si tout ça qui vient du Burkina est bien arrivé. Mais normalement, là-bas, la coordinatrice fait très bien son travail et c'est nickel, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a jamais, rarement, des choses à corriger, quoi. Cela fait 7 ans qu'elle travaille avec le Burkina Faso. En France, ces articles faits main prennent d'un seul coup de la valeur. Alors ça, c'est vendu 18 €. Une corbeille, c'est entre 20 et 35. Et ça coûte 85 €. Elle vend ses créations sur Internet. Mais Delphine a également démarché plein de boutiques, comme celle-ci. Vas-y Delphine. Car le côté récup Système D attire plus que la curiosité. Il est devenu aujourd'hui un argument de vente. Ouais, c'est joli. C'est pas mal. J'ai déjà acheté une petite pochette. Ça se vend bien, surtout quand on explique aux clientes comment c'est fait, comment c'est récupéré, le travail qu'il y a. Ça se vend bien. Elles ont tout d'un coup un autre œil sur l'objet. Une tendance qui réussit même à investir un milieu jusque-là allergique à tout ce qui était recyclage ou récup, l'univers du luxe. Et c'est un peu grâce à ce petit bout de femme, Sakina Emsa. Son truc à elle, c'est de faire les poubelles de la haute couture. Alors ça, c'est de la soie. C'est un crêpe de soie très très fin et qui est absolument extraordinaire. Ici, voilà, on a toute la série de bleus, si j'ose dire. Les noms de ces grandes maisons sont top secrets. Les grands couturiers ne tiennent pas à rendre publique cette pratique. C'est des tissus dont les maisons de couture ne se servent plus. C'est des tissus qu'ils ne mettent plus en collection. Donc au lieu de les jeter, y a des personnes comme moi qui vont les acheter et on leur donne une deuxième vie. Ces rouleaux d'occasion, elles les achètent 2, 3 et même 4 fois moins cher. 30 € au lieu de 120 € pour un crêpe de soie. D'origine comorienne, sans papier jusqu'à l'âge de 25 ans, Sakina Emsa ne pouvait pas travailler chez un grand créateur comme elle en rêvait. Alors c'est sur ces tissus de seconde main qu'elle a laissé libre cours à son talent. Elle y était obligée. C'est maintenant devenu sa marque de fabrique. Souvent, on disait quand c'est du développement durable, on disait que c'était pas sexy, ça donnait pas envie, il y avait pas de... Et je me suis dit, non, mais nous, on va inventer le vêtement désirable. On peut faire un vêtement qui soit tendance et que la femme ou l'homme ont envie de porter, parce que de toute façon, la mode, c'est un métier de séduction. On le fait pour plaire, on porte un vêtement pour plaire. Et pour vendre ses vêtements recyclés à tendance développement désirable, voici la boutique que j'ai ouverte il y a 3 mois. Elle a vu les choses en grand. Au cœur de Paris, dans le 3e arrondissement. Ça va ? Il y a sa collection, mais aussi celle d'autres créateurs qui ont adopté la même démarche. La récup pour modèle en quelque sorte. C'est une marque que j'adore pour enfants. Ils ont décidé de prendre que dans les stocks de leurs anciennes collections pour faire une collection pour le front de mode. On a Ambrime, elle a tous ces t-shirts qu'elle fait pour la marque qui sont aussi du recyclage. Du recyclage, de la récup, revendue à prix d'or. Le t-shirt en lin, c'est 135 €. La petite veste, 720 €. Le sweat à flamant rose, 475 €.
Alors une petite robe comme celle-là, elle est vendue, je vais vous le dire tout de suite, 500 €. C'est pas parce que c'est du recyclage que ça doit être bradé, ça c'est évident. Après, il faut avoir le prix juste. Sakina Emsa en est persuadée, il y a un marché pour le recyclé haut de gamme. Elle fait le pari d'atteindre les 600 000 € de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. En 3 petits mois, elle a déjà rempli la moitié de ses objectifs. Comme Sakina, Jean-Baptiste, Delphine et Hélène, 5600 structures en France transforment nos déchets et luttent à leur manière contre le gaspillage et la pollution.